Le peuple basque vit dans une petite région entre l'Espagne et la France. Ils ressemblent à des gens ordinaires, mais leurs gènes ne correspondent à aucun autre en Europe, à personne d'autre sur la planète. La science dit que c'est parce que leur société s'est développée dans l'isolement. Ils ne se sont pas mélangés avec leurs voisins, ils n'ont jamais été conquis. Personne n'a immigré ni émigré. Les Basques l'expliquent différemment. Ils n'ont pas toujours vécu en Europe. Leur véritable patrie a été détruite il y a des milliers d'années. Et dans leur langue, ils ont encore un nom pour elle, Atlantica. Les Basques sont les enfants de l'Atlantide. Vers 360 avant Jésus-Christ, Platon a écrit une histoire que son propre public avait du mal à croire. Il ne l'a pas inventée et il n'a jamais prétendu l'avoir fait. L'histoire remonte à quelques générations plus tôt, racontée par l'homme d'État grec Solon. Solon a visité un temple en Égypte, et le prêtre qui s'y trouvait lui a raconté quelque chose qui l'a surpris. Ils ont dit que les archives égyptiennes remontaient à des milliers d'années, avant celles des Grecs. Ces archives décrivaient une grande civilisation dans l'océan Atlantique, au-delà des colonnes d'Hercule. Aujourd'hui, nous appelons cela le détroit de Gibraltar. Au-delà des colonnes, la Méditerranée se termine et l'Atlantique ouvert commence, un empire insulaire qui a disparu en un seul jour et une seule nuit, 9000 ans avant que Solon n'entende cette histoire. Platon a dit que des montagnes entouraient l'île. La capitale était construite en cercle de terre et de mer. Ces défenses rendaient l'île impossible à conquérir. Ainsi, l'Atlantide devint puissante. Sa marine comptait 1200 navires de guerre et elle était riche. L'île était riche en orichalque, un métal rouge rare presque aussi précieux que l'or. Il recouvrait les murs des temples et les maisons des riches. L'orichalque est un symbole de prestige. En grec, orichalkos signifie cuivre de montagne. Cuivre de montagne, le métal le plus précieux sur Terre. Et ils lui ont donné un nom qui ressemble à une bougie Yankee. Comme les Atlantes, les Basques étaient célèbres pour leur travail du cuivre et étaient des maîtres charpentiers de marine. Dès les années 1500, les Basques commerçaient le cuivre dans le monde entier, même avec les tribus d'Amérique du Nord. Les baleiniers basques auraient pu suivre les migrations des baleines jusqu'à Terre-Neuve dès la fin des années 1300, soit 100 ans avant Christophe Colomb. Mais les Basques affirment que leurs ancêtres venus d'Atlantica parcouraient le monde des milliers d'années avant cela. Lorsque les explorateurs français sont arrivés à Terre-Neuve, des habitants parlaient langue construite à partir du basque. Les explorateurs pensaient que la Terre était toute nouvelle. Elle ne l'était pas pour les Basques. Des milliers d'années plus tard, nous racontons toujours l'histoire de l'Atlantide, et tout le monde sait comment elle se termine. Des tremblements de terre et des volcans ont détruit la majeure partie de l'île. Et tout ce qui restait a sombré sous l'océan après un grand déluge. Mais le peuple de l'Atlantide était condamné bien avant cela. Cette condamnation ne venait ni du ciel, ni de la terre, ni de l'eau. Elle venait de leur sang. Une île se trouve dans l'Atlantique, verte et volcanique, plus riche que toute autre terre connue dans le monde. En son centre se trouve une ville construite en anneaux. Un canal traverse son cœur, de la mer ouverte jusqu'à l'île royale en son centre. Les ports sont remplis de navires étrangers transportant de l'ambre, de l'ivoire, de l'étain, du cèdre, du grain et de l'or. Ce soir, les 10 rois se rassemblent à la citadelle pour le concours. Chacun adresse une prière aux 9 autres, Sorinekou, bonne fortune. Les rois auront besoin de chance aujourd'hui, mais ils ne sont pas là pour s'affronter. Ils doivent travailler ensemble. À l'intérieur du sanctuaire, une douzaine de taureaux errent librement. Ce ne sont pas des bovins ordinaires. Ils descendent du premier taureau noir sorti de la mer lorsque Poséidon a créé l'île. Les prêtres les élèvent, bien nourris et forts, mais jamais apprivoisés. On leur apprend à détester les humains et surtout à haïr les rois. Certains ont tué des rois. Ces taureaux-là sont gardés pour la reproduction. Avant l'aube, chaque roi est oint avec une huile de cèdre, du sel et du sang royal. Les taureaux apprennent cette odeur quand ce sont encore des veaux. Ils la détestent. Les 10 rois doivent abattre un taureau et le garder en vie. Ils ne peuvent pas le tuer et ils doivent le faire de leurs propres mains. Aucun homme ne peut entrer sur le terrain avec du métal. Pas de lame, pas de lance, même pas un hameçon. Selon la loi, le concours a lieu à chaque solstice d'hiver. Aucun roi ne peut refuser. Personne n'est au-dessus de la loi. Les animaux sont amenés dans le cercle jusqu'à l'arrivée des rois. Ils attendent pendant des heures, rendus fous par la soif, la chaleur et le tonnerre des tambours. Enfin, les rois entrent. Les taureaux sont lâchés et dès qu'ils sentent l'odeur, ils chargent. Quand les rois attrapent un taureau, s'ils survivent, ils doivent le traîner vivant jusqu'à la colonne de bronze où sont écrites les lois.
Là, au-dessus des mots qui dit leur maison, ils le sacrifient. Les rois mélangent ce sang avec du vin et portent un toast, Sorineku. Ensuite, ils boivent. Pendant que les feux s'éteignent, les rois discutent de la façon de gouverner la ville. La réunion de ce soir est sombre. Il y a un problème à Atlantide, et les citoyens veulent des réponses. Aucun des rois n'en a. Les gens veulent savoir pourquoi leur bébé continue de mourir. Les Basques ont la plus forte concentration de sang RH négatif sur Terre. Le facteur RH est une protéine présente dans les globules rouges. Le nom vient des singes rhésus, chez qui les chercheurs ont d'abord découvert cette protéine. Elle se transmet chez les primates depuis des millions d'années. La plupart des gens l'ont, vous l'avez probablement aussi. Et si c'est le cas, vous êtes RH positif. Cela représente 93% des personnes sur Terre. Les autres sont RH négatifs, et leur sang ne porte pas du tout ce marqueur. Attendez. Je le dis comme si j'avais eu un C- en sciences du sang de singe. Le sang de la plupart des gens possède un marqueur, une protéine à la surface de la cellule. Quelques personnes ne l'ont pas. D'accord, donc il y a du sang normal et du sang de qualité supérieure. J'ai compris. Les vampires et les zombies, prenez note. Une bisque basque, c'est délicieux. Et le trait est récessif, ce qui veut dire qu'il se cache. Quand les populations se mélangent, il s'estompe. Chaque génération le dilue un peu plus. Mais un Basque sur 3 est RH négatif. C'est le double du reste de l'Europe et 5 fois plus que le reste du monde. Et comme le trait se cache, même ce chiffre est sous-estimé. La plupart des Basques portent le gène, que leur sang le montre ou non. Pour que ce type de sang reste aussi concentré, une population doit se reproduire au sein du même groupe pendant très longtemps. Mais le RH négatif a un prix. Lorsqu'une mère RH négative porte un enfant RH positif, son système immunitaire peut rejeter le bébé comme s'il s'agissait d'une espèce différente. Une espèce différente. Le sang lui-même dit que c'est extraterrestre. Qu'est-ce que je dois faire? Vous dessinez un schéma? Même le mot basque ressemble à une langue de Jean Lézard. C'est une réponse militaire, pas un aveu. C'est exactement ce que le système immunitaire des Jean Lézard voudrait que tu penses. Mais quand ton bébé naîtra en clignant des yeux sur le côté, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Vas-y, donne-moi un grillon à manger. Donne-moi un grillon. La première grossesse se passe généralement bien, mais les suivantes sont dangereuses. L'enfant s'affaiblit dans l'utérus, sans traitement, l'enfant peut mourir. Mais voici ce que la science ne peut pas expliquer. Un trait qui tue les enfants devrait disparaître. Au lieu de ça, les Basques ont la fréquence la plus élevée au monde. Personne ne peut prouver d'où ça vient. On ne peut le relier à aucun endroit sur Terre. Parce que selon la légende, cela ne vient pas de la Terre, cela vient des dieux. La déesse basque de la météo, Marie, vivait dans une grotte dans une montagne avec son mari Sugar. Les dieux basques vivaient sur la terre parmi les gens. Platon raconte cette histoire. Et Poséidon, recevant pour sa part l'île de l'Atlantide, eut des enfants avec une femme mortelle, et les installa dans une partie de l'île. Des dieux ayant des enfants avec des humains. Les Sumériens racontaient la même histoire, et ils appelaient les visiteurs... Exactement, des êtres qui sont descendus, ont façonné l'humanité et ont partagé leur sang avec elle. Dans le livre d'Enoch, des êtres divins s'accouplent avec des humains et créent les Néphilim. Chaque culture utilise un nom différent, mais l'histoire est la même. Homme lézard, smokings différents, même lézard. Mais lorsque le sang divin se mélange avec celui des humains, la descendance est souvent mauvaise et violente, comme les Néphilim. Platon en a aussi parlé. Mais lorsque la part divine a commencé à s'estomper et à se diluer trop souvent et trop fortement avec le mélange mortel, la nature humaine a pris le dessus. Le sang s'est dilué et l'Atlantide est tombée. Les familles du vieux sang se sont échappées dans les montagnes et n'ont plus jamais laissé leur sang se diluer. Pendant des milliers d'années, l'Atlantide était un paradis. Mais l'île ne ressemble plus à un paradis aujourd'hui. Les familles fondatrices portaient le sang des dieux, et pendant longtemps, ce sang a tenu. Mais certains se sont mariés en dehors de la lignée. À chaque génération, le vieux sang se dilue, et quelque chose change chez les gens. Les rois ne travaillent plus ensemble, maintenant, ils ne font que se disputer. Parfois, ces disputes deviennent violentes. Parfois, des familles entières se font la guerre. Ce soir, dans une maison de pierre près de la citadelle, une jeune femme de la vieille lignée vit une grossesse difficile. Son mari a un bon nom, mais sa famille ne fait pas partie de la vieille lignée. Les sages-femmes ont vu cela pendant des années, toujours dans les mariages mixtes. La mère survivra à l'accouchement, l'enfant, jamais.
La sage-femme est sur le point de dire Sorineku par habitude, elle se retient. On ne souhaite pas de chance à un enfant qui est déjà parti. Les rois se rassemblent et annoncent ce que les sages-femmes savaient déjà. Le vieux sang ne se mélange pas. Quand il se mélange, les enfants meurent. Personne ne peut expliquer pourquoi cela fonctionne ainsi, seulement que c'est le cas. Les vieilles familles prennent une décision. Elles appellent cela la règle. La règle dit que l'ancienne lignée ne peut se marier qu'au sein de l'ancienne lignée. Tous les enfants nés en violation de la règle sont jetés à la mer. C'est la seule façon de garder le sang pur et de préserver la paix. Cette décision survit à l'île. Parce que sous l'Atlantide, la terre est agitée. L'air se réchauffe et l'eau arrive. Pendant la dernière ère glaciaire, le golfe de Gascogne n'était pas une baie. Le niveau de la mer était 120 mètres plus bas et l'espace entre l'Espagne et la France était une terre émergée. Des vallées fluviales s'étendaient sur des kilomètres au-delà du littoral actuel. Les gens pouvaient traverser à pied la terre qui est aujourd'hui recouverte par la mer. Puis la glace a fondu et les mers sont montées pendant des milliers d'années. Cette montée s'est faite par à-coups et lors du plus important, l'océan est monté de 15 mètres en l'espace de quelques générations. Les gens ont vu disparaître sous l'eau les terres où leurs parents avaient grandi. L'eau a englouti les forêts, puis les vallées. Les hauteurs sont devenues des îles, puis les îles ont disparu à leur tour. Mais le monde englouti n'a pas disparu. Des chalutiers ont remonté de la pierre taillée du fond de la mer, des outils et des armes provenant de villages qui ont sombré avec la terre. Et là-haut, dans les Pyrénées, il y a des peintures rupestres représentant des animaux qui ont disparu lors de la dernière ère glaciaire. Les gens ont vécu tout cela, et les gens s'en souviennent. La tradition de pêche basque se souvient de ce monde. Les pêcheurs basques ont des noms pour d'immenses parties de terre au fond de la baie. Des noms en euskara, des noms comme Vallée Noyée et Terre Perdue, transmis de père en fils. Les familles disent que ces noms sont plus anciens que quiconque pourrait le dire, transmis par des ancêtres qui connaissaient cette terre quand elle était encore de la terre ferme. La science dominante dit que c'est impossible. Ces dons devraient avoir des milliers d'années, être conservés sans écriture, sans carte et sans la possibilité d'aller à des centaines de pieds sous l'eau. La science supposait que les Basques étaient arrivés il y a environ 6000 ans. À cette époque, la baie était déjà une baie, il n'y avait rien à nommer. Donc les Basques prétendent être une civilisation ancienne. La science dominante dit qu'ils étaient des marins superstitieux. Mais ensuite, le fond de la baie a été cartographié avec un sonar. Et toutes les vallées, collines et rivières sous-marines se trouvent exactement là où les Basques disaient qu'elles étaient. Oui, tu vois, histoire du soir de grand-père, c'est du passé, c'est tout. Mais les sceptiques avaient aussi une réponse à cela. Tout le fond marin est couvert de collines et de rizières, c'est facile à deviner. Mais en 2021, un artefact a été découvert dans la région. Une main en bronze vieille de 2000 ans. Et dessus était inscrit le mot « Sorioneku ». La règle existe depuis une génération maintenant et les vieilles familles la respectent comme elles respectent le calendrier des récoltes. Ils se marient entre eux. Ils enterrent les enfants de ceux qui ne le font pas. Et ils marquent leur maison. Un forgeron travaille le cuivre à la lumière du feu, une main, plate, fine, grandeur nature, avec un trou percé au poignet. Il grave 5 mots dans le bronze. Chaque famille les connaît par cœur. Elles sont placées sur les portes dans tout le vieux quartier. La main indique à tous que des gens de vieille souche vivent ici. Une mère soulève sa fille pour que la petite puisse l'atteindre. C'est la même femme qui a enterré un enfant dans les années précédant l'instauration de la règle. Cette fille est née d'une ancienne lignée, et cette fille a survécu. La fille pose sa paume à plat contre le bronze et prononce le mot que sa mère lui a appris. Sorioneku, bonne fortune. Le sol commence à bouger. La première secousse renverse les étals du marché. La deuxième ouvre des fissures dans les murs. Et la mer, ainsi que le grand canal, commencent à bouger dans le mauvais sens. Ils se retirent vers l'océan, entraînant les navires avec eux. Les rois ordonnent une évacuation et des familles entières se déplacent d'un coup, jusqu'à l'eau, sur les bateaux.
La mer revient au coucher du soleil. Au matin, il n'y a plus de port. Il n'y a plus de ville, seulement de l'eau, à perte de vue. Une poignée de bateaux dérive vers l'est pendant des jours, rationnant l'eau, guettant une terre qui ne vient pas. Une grand-mère serre un enfant contre le vent et commence à parler parce que l'enfant ne cesse de trembler. C'est encore elle. C'est une vieille femme maintenant, et la fille dans ses bras est sa petite fille. Elle lui parle de l'île verte, le bel endroit où leur peuple vivait avant que l'eau n'arrive. Elle le raconte lentement, avec précaution. Dès la 3e nuit, l'enfant le lui raconte à son tour. Elle lui apprend aussi le mot, celui que sa propre mère lui a appris sur une porte qui n'existe plus. Sorioneku. Sous les bateaux, le pays noyé glisse doucement. Les anciens nomment ce au-dessus de quoi ils passent la vallée des 2 rivières, la haute prairie, les eaux profondes. Prononcez à voix haute pour que les enfants les apprennent. La terre s'élève devant, une côte verte, et derrière elle des montagnes. Les bateaux accostent, et un homme porte quelque chose enveloppé dans un tissu sur la plage, le serrant contre sa poitrine comme un enfant. Il déballe une petite main en bronze, et avant d'enfoncer le clou, il prononce le mot dedans, Sorioneku, puis il la fixe sur la première porte du Nouveau Monde. Atlantide a disparu, mais son peuple et son histoire ont survécu. Dans les ruines d'un village de l'âge du fer, au nord de l'Espagne, un archéologue a trouvé une plaque de bronze plate. C'était une main, grandeur nature, fine comme une pièce de monnaie, avec un trou percé au poignet. Et elle a été retrouvée là où elle était tombée il y a 2000 ans, à l'entrée d'une maison. Le village a été incendié par l'armée romaine, mais la cendre a scellé la maison et tout ce qu'elle contenait. L'équipe pensait qu'il s'agissait d'une décoration de casque. Personne n'a remarqué l'écriture avant plusieurs mois. Lorsque le bronze a été nettoyé, il a révélé 5 mots dans une ancienne écriture ibérique. Les experts connaissaient le premier mot, Sorioneku, bonne fortune. Le mot basque moderne est Zorioneko. En 2000 ans, seules 2 lettres ont changé. Le dernier mot ressemble au mot basque, donner. Donc c'est peut-être une offrande ou une prière aux dieux. Jusqu'à la découverte de la main d'Irileji, les linguistes pensaient que les Basques étaient analphabètes. Ça amène à se demander sur quoi d'autre ils se sont trompés. C'est la plus ancienne phrase basque jamais trouvée. 3 de ces 5 mots font encore débat. Mais le premier, n'importe quel locuteur basque peut le lire immédiatement. Ça ne devrait pas être possible parce que les langues évoluent. Le grec a changé et le latin s'est transformé en des dizaines de langues à travers le monde. Un anglophone aurait du mal à parler avec des anglophones de il y a 200 ans. Il y a 1000 ans, il ne comprendrait pas un mot. Les amis, tu veux dire que je ne peux même pas comprendre l'anglais de mardi dernier? C'est quoi le Riz? Et qui est Skibidi? Il est dangereux? Honnêtement, je ne sais même pas ce que ces mots veulent dire. Ok, Bowman. Presque toutes les langues d'Europe, de l'irlandais au russe, appartiennent à une grande famille linguistique, sauf le skera. Elle n'a aucun parent, nulle part. Des linguistes ont passé leur carrière à essayer de la relier à des langues africaines, à des langues amérindiennes, même aux Sumériens anciens. Rien ne colle. Ils ont essayé toutes les langues de la Terre, sur Terre. Il faudrait peut-être élargir la zone de recherche, je dis ça comme ça. Le skara contient quelques mots latins, mais ils sont empruntés et sont apparus très récemment. C'est une langue qui ne vient de nulle part, à moins que vous ne comptiez le milieu de la mer, parce qu'ils ont un mot pour Atlantide, Atlantica, mais pas de mot pour leur propre pays. Les Basques n'ont même pas de mots pour eux-mêmes. Ils s'appellent Euskaldun, ce qui signifie « celui qui parle le skara ». Pas quelqu'un d'un endroit, mais quelqu'un qui parle une langue. Et la langue refuse de mourir. Rome a essayé, puis les Visigoths, puis les morts. Le skara a survécu. En 1937, le régime de Francisco Franco a interdit le skara. Il a survécu quand même. Pas à travers les livres ou les médias, c'était illégal. À la place, on le parlait discrètement à table. Les parents l'enseignaient à leurs enfants comme on le leur avait enseigné, comme on l'avait appris à leurs grands-parents, et ainsi de suite depuis des milliers d'années. Une langue secrète que tu me donnes, je ne peux pas la lire. Que quelqu'un écrive ça, ne le dis pas au fisc. L'ADN d'une tombe vieille de 5000 ans, dans le nord de l'Espagne, ne correspondait qu'à un seul groupe de personnes encore vivant aujourd'hui. Les Basques. Et même leurs os étaient différents. Ils ont des épaules plus larges et une carrure plus imposante. Les crânes basques mesurés au 19e siècle étaient plus proches de ceux de Cro-Magnon que des autres Européens. Sang différent, langue différente, crâne différent. À quel moment la science va-t-elle simplement admettre qu'il s'agit des X-Men? Pendant 5000 ans, la règle a tenu. Et bien que les Basques vivent maintenant dans une vallée entre les montagnes, ils savent que leur sang vient de la mer.
Il y a des milliers d'années, l'Atlantide est tombée et des millions de personnes sont mortes. Mais par chance, ou par la volonté des dieux, quelques-uns ont réussi à s'échapper. Et les Basques ont un mot pour désigner quelqu'un qui est bédi ou chanceux. Sorioneku. Haut dans les montagnes, où la neige ferme l'école la moitié de l'année, il y a une porte avec une main en bronze clouée dessus. La femme qui vit derrière cette porte est arrivée ici en bateau. C'était la fille qui ne cessait de trembler. Aujourd'hui, c'est une vieille femme, et ce soir, sa propre petite fille pose des questions. La fille connaît l'histoire, les anneaux de la ville, le métal rouge brillant au soleil, la nuit où la mer a tout repris. Elle peut la raconter dans l'ordre, du début à la fin, parce que c'est ainsi qu'on a lui a apprise, et c'est ainsi qu'elle l'enseignera. Ce soir, elle pose une question différente. Elle veut savoir pourquoi elle ne peut se marier qu'au sein des vieilles familles. La vieille femme lui donne la seule réponse qu'il reste à donner. Nous respectons la règle. Elle n'explique pas le pourquoi, parce qu'elle ne l'a pas. Le pourquoi est resté sur l'île. Et quand tout le monde respecte une règle, personne parmi les vivants n'a vu ce que cela a coûté de la briser. Ce qui a survécu, c'est le respect de la règle. Épouse quelqu'un des vieilles familles, marque la porte, prononce le mot. La fille pose sa paume dans la main de bronze, comme sa grand-mère le lui a appris, comme quelqu'un l'a appris à sa grand-mère. Lise deviendra un conte pour s'endormir. L'île verte, un bel endroit lointain, disparu. Personne ne l'écrira, et personne n'écrit jamais la règle non plus. Elle vit là où vit la langue, dans la bouche et dans le sang. Des milliers d'années plus tard, nous leur avons prélevé du sang au bras et l'avons examiné au microscope. Une société isolée dans les montagnes entre l'Espagne et la France porte un sang qui ne correspond à personne. Il parle une langue qui n'est liée à aucune autre. Il raconte une histoire sur une île ancienne qui a sombré sous la mer. C'est une belle histoire. Mais est-ce vrai ? Eh bien l'histoire commence avec Platon, et c'est là le plus gros problème. La plupart des spécialistes pensent qu'il a inventé l'Atlantide comme un avertissement contre le pouvoir et l'arrogance. Tout ce soir a été dramatisé à partir de Platon et de la légende basque. Même si l'Atlantide était un lieu réel, les gens ne peuvent toujours pas se mettre d'accord sur son emplacement. Il y a quelques candidats comme la route de Bimini et la structure de Richa en Afrique, mais la géographie ne correspond pas tout à fait. Donc ce ne sont que des théories pour l'instant. Il n'y a aucune preuve physique non plus. Personne n'a trouvé les archives égyptiennes montrées à Solon. Il n'y a ni ruines, ni artefacts, ni preuve d'une civilisation avancée au fond de l'océan. Mais il existe de nombreuses preuves d'anciens établissements submergés, et nous en découvrons de nouvelles tout le temps. Des navires ont remonté des outils, de la poterie, de l'or, même du vin. Mais tout cela date de l'âge de pierre, de l'âge du fer ou de l'âge du bronze. À moins que tu ne comptes le mécanisme denticitaire, qui est assez incroyable pour son époque. Mais rien à son sujet n'indique l'Atlantide. Un ordinateur vieux de 2000 ans. Et rien à son sujet n'indique l'Atlantide. Oui, d'accord. Rien à son sujet n'indique la Grèce non plus. Et la légende basque de l'Atlantica n'est probablement pas basque. Personne ne peut la retrouver avant que le monde moderne ne tombe amoureux de l'Atlantide. On dirait quelque chose inventé par les passionnés. Et je suis l'un de ces passionnés. Mais je veux voir de vraies preuves, pas même d'internet. C'est pareil pour les noms liés à la pêche. Nous n'avons trouvé ces noms nulle part ailleurs que dans le folklore de l'Atlantide. Le skira est une langue orpheline, sans parents, c'est vrai. Mais il y en a d'autres comme le japonais et le coréen. Mais le chinois s'est infiltré dans presque toutes les langues asiatiques, tout comme il y a des mots latins en euskera. Donc, quelques langues n'ont peut-être pas de parents, mais elles ont des voisins. La main en bronze d'Irulegi a aussi ses sceptiques. Les mots ne correspondent pas à l'euskera aussi bien que les histoires le prétendent. Mais le sang est étrange. La science sait exactement ce qu'est le groupe sanguin RH négatif. Ce gène a été retrouvé dans des ossements anciens partout en Europe. Mais personne ne sait pourquoi le gène récessif est resté aussi longtemps, ou pourquoi il est si répandu chez les Basques. Les Basques ne sont probablement pas les enfants de l'Atlantide, mais ils pourraient quand même être les enfants d'un déluge. Lorsque la glace a fondu, la montée des eaux a englouti la côte, et ceux qui y vivaient ont été repoussés dans les montagnes. Quoi qu'il en soit, les Basques sont arrivés là et ils y sont restés. Et peut-être qu'ils n'avaient pas le choix. Quand une mère rhésus négatif porte un enfant rhésus positif, le premier bébé va généralement bien, mais les suivants peuvent mourir. Une femme basque qui se mariait dans les vallées portait généralement sans risque des enfants comme elle. Une femme basque qui épousait un étranger enterrait des bébés. Et personne ne savait vraiment pourquoi jusqu'aux années 1940.
Même si les Basques n'ont pas créé la règle, leur sang l'a peut-être imposée. Cela donne aux Basques une identité unique. C'est une histoire qu'ils partagent tous. Et je pense que c'est pour ça que l'Amérique semble si divisée. Nous n'avons plus d'histoire commune. Nous vivons tous dans notre propre histoire maintenant. Nous gardons ce qui nous plaît, nous rejetons ce qui ne nous plaît pas, même si nous rejetons la vérité. Nous nous regroupons en tribus qui ne racontent qu'une seule version de l'histoire. Et chaque tribu jure que sa version est l'histoire entière. Mais ce n'est jamais le cas. Les Basques ont gardé une histoire vivante pendant 5000 ans. Nous, on n'arrive même pas à en garder une pendant une élection. Je ne sais pas comment un pays peut retrouver son histoire. Je ne pense pas que quelqu'un le sache. Mais je peux toujours prier, Sorioneku.